Salut, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo bilan lecture. Allez, on regarde ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, ça faisait un moment que je n'avais pas fait un petit bilan lecture, du coup, ça va être, je fais suite, en fait, ce bilan lecture fait suite au challenge Cold Winter Challenge, donc j'avais fait une pile à lire que je vous mets là ou là, dans le petit i. C'était un challenge qui durait sur 3 mois, donc de décembre à février, et voilà, je voulais faire un bilan en mars, pas trop eu le temps. Ça sera plutôt du coup fin mars, ça va sortir la fin mars, mais c'est pas grave. Et donc vaut mieux tard que jamais. Et donc on y va tout de suite pour ce bilan. Donc sur ces 3 mois, j'ai lu 20 livres. Et donc on va démarrer tout de suite avec la première catégorie qui était Un chant de Noël. Et j'avais prévu de lire L'Ange déchu de Marion Aubry dans la maison d'édition Plume Blanche. Donc j'ai bien lu le premier tome, je me suis arrêtée là. À la base, je voulais continuer parce que bon, j'ai bien aimé. Mais bon, finalement, je suis allée sur autre chose et je me suis dit, je dirai la suite une autre fois. Mais je pense que ça va pas tarder cette année, c'est sûr, je vais lire au moins le tome 2 également. Donc très contente de cette découverte. C'est un moment que j'avais acheté ce livre. Comme c'est de la dark fantasy, je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas. Donc ce premier tome est très introductif, hein, c'est vraiment, ça introduit l'univers. On n'a pas encore tous les tenants aboutissants. La fin, je l'ai vu arriver. Je m'en doutais un petit peu depuis le début. Mais voilà, j'ai bien aimé le fil de l'histoire. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé les aventures qu'ils vivent. C'était bien décrit. On se sentait vachement dans l'univers. Ça faisait un peu à la Van Helsing. J'ai trop l'impression d'être dans un film comme ça, un peu à la Van Helsing. Film que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé. Et donc ouais, c'est un petit peu le même délire. Et vraiment sympa. Très sympa. À voir pour la suite, parce que vraiment, comme je disais, premier tome assez introductif. À voir si la suite va me plaire, mais c'est prometteur, prometteur. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, pour la deuxième catégorie qui était donc Christmas Cracker, on avait, j'avais choisi 2 livres. Finalement, je vais vous en présenter un parce que le deuxième, j'ai mis dans une autre catégorie. Et j'ai lu Le cycle des secrets, donc tome 1. Donc ça sera une trilogie. C'est de Manon Fargeton et c'est la maison d'édition Gallimard Jeunesse. Donc j'ai lu le premier tome. Le deuxième tome a été annoncé là pour juin. Donc j'ai hâte. Si vous avez vu mes anciennes vidéos donc de début d'année, celui-là fait partie de mon top 6. Je vais vous mettre la petite vidéo là ou là si vous voulez aller voir les autres livres qui y étaient. Donc c'est un monde de fantasy. J'ai beaucoup aimé pareil les personnages. Si je me souviens bien, il y avait une alternance de points de vue. Alors je sais plus, c'est pas marqué au début des chapitres, mais je pense qu'il y avait une alternance de points de vue, je ne sais plus. On est dans une cité d'Aletheia qui a un empire qui est un petit peu resté un peu à l'ancienne, un peu coupé des autres mondes, avec qui il est d'ailleurs en conflit. Et donc on se retrouve dans ce monde-là, on découvre une femme qui s'appelle Equinox. Donc en fait au début on a le prologue, c'est vraiment on a l'histoire il y a de cela très très longtemps, et puis d'un coup paf on arrive au présent, et au fur et à mesure on comprend un peu ce qui s'est passé entre ces deux temporalités. Mais du coup on suit Equinox qui est une magicienne que je trouve la magie était super bien traitée parce que c'est une magie spéciale. Elle prend son pouvoir en fait des secrets des gens, et je trouvais ça super bien trouvé parce que les secrets finalement qu'est-ce que serait un monde sans secrets? Il y a différents types de secrets, ça peut être des secrets familiales, ça peut être des secrets politiques, ça peut être voilà plein de secrets, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fonction de l'importance du secret, ben, la magie qui est engendrée est plus importante, et du coup c'est comme ça qu'elle se nourrit, cette magicienne, elle se nourrit des secrets des gens. Donc on la voit un petit peu comment elle fait pour récupérer ses secrets.
comment elle arrive à les connaître. Et en fait, il faut pas qu'il y ait grand monde qui connaissent en fait ses secrets. Parce que s'ils sont trop nombreux à connaître les secrets, ben du coup, le pouvoir qui est engendré par ce secret diminue. Je sais pas si j'ai été assez claire. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc pareil, c'est un tome assez introductif, mais je trouve que l'univers est super bien posé. J'avais trop envie de lire la suite. Malheureusement, elle n'était pas encore possible parce qu'elle n'est pas encore finie d'être... l'histoire n'est pas finie d'être écrite. Si, l'histoire est finie d'être écrite, mais c'était pas encore édité. Et j'ai bien aimé donc le personnage d'Equinox. J'ai bien aimé aussi... comment elle s'appelle ? Je me rappelle plus de son nom. Laura. J'ai bien aimé également le personnage de Laura, qui est une femme forte et qui lui arrive pas des choses vraiment très sympas dès le début. Elle se retrouve avec beaucoup de responsabilités. Je sais plus si c'est un spoil ou pas, si je vous dis ce qui lui est arrivé, peu importe. Donc voilà, elle devient rapidement responsable et elle se retrouve embarquée dans quelque chose un peu qui la dépasse. Et j'ai trouvé ça très sympa parce que ça parle d'origine, ça parle de politique, il y a des complots, il y a plein de choses dans cette histoire. Vraiment tout pour plaire. Vraiment, c'est un super monde de fantasy, je trouve. Et pareil, assez bien décrit. On s'y croit vachement. On est vachement dans l'histoire. Et je vivais à travers les yeux de Laura. Et donc voilà, hâte de découvrir la suite. Je suis sûre que ça va me plaire. En plus, c'est Manon Fargeton. Ça ne peut que me plaire. J'adore cette autrice. Je trouve qu'elle écrit super bien. Voilà. Donc, sa plume, vraiment fluide. Ça se lit vachement vite. Et voilà. Je vous la conseille, si vous la connaissez pas, de la découvrir. Avec n'importe quel livre qu'elle a pu écrire. Moi, à chaque fois, ceux que j'ai pu lire, je les ai adorés. Voilà. Ensuite, avec la troisième catégorie, c'était l'arbre de Noël. J'avais prévu de lire Nevermore, tome 3, chose que je n'ai pas faite. Par contre, j'ai eu d'autres livres qui rentrent dedans. Donc, j'ai lu par exemple, en BD pour changer un peu, j'ai lu Sorceline, la suite. Donc là, c'est le tome 4. Donc, je vais pas vous dire de quoi parle le tome 4, hein, parce que sinon, je vais un peu vous spoiler. Je vous remonte juste un petit peu les dessins et les planches. J'ai bien aimé ce tome 4. On a des révélations un petit peu plus par rapport au tome 3, si je me souviens bien. Le tome 4 nous révèle un peu plus de choses. J'ai hâte de découvrir la suite. J'aime toujours autant le dessin. J'adore Sorceline. Je peux pas vous en dire plus sur ce tome-là parce que sinon je vous révélerai trop de choses. Mais en gros, j'ai beaucoup aimé la suite. J'ai hâte de découvrir la suite. Les dessins sont top et l'histoire, voilà, il y a quelques intrigues qui sont lancées sur ce tome 4 et ça me donne vachement envie de savoir ce que ça va donner la suite. Également dans la même catégorie, j'ai pu intégrer Mams, mais je pense que je vous en avais déjà parlé dans un book haul et puis quand je vous en ai parlé, comme je l'avais déjà lu, j'en ai un petit peu vite fait parler. C'est écrit par Élodie Gossuin, qui est une ancienne Miss France, pour ceux qui s'en souviennent. Elle a quatre enfants, donc 2 paires de jumeaux. Et elle raconte en fait un peu en gros sa vie avec ses enfants par des chroniques. Donc chaque chronique a un titre. Il y a une BD qui illustre la chronique. Et à la fin de cette chronique, on a une double page comme ça, où avec des questions, où elle discute avec des professionnels en rapport avec la thématique qu'elle aborde. J'ai trouvé ça très sympa, très rigolo, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Voilà, c'est des phases de la vie. C'est vraiment comme elle dit, voilà, ses joies, ses galères, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les petites parties après chaque chronique, justement un peu professionnelle, qui nous donnent des informations et je trouvais ça cool. Voilà. Même si je suis pas encore concernée tout de suite parce que mon enfant est bien trop petit, parce que là c'était un peu plus des enfants qui rentrent ou dans l'adolescence ou qui sont dans l'adolescence, donc ils sont un peu plus grands ces enfants. Mais voilà, ça donne une idée de ce qui m'attend. Nous avons nous-mêmes été adolescents, donc on sait un petit peu, mais c'est rigolo. Et également, je peux également rentrer, donc je me décale un peu, je vous mettrai ici parce que je les ai lus en fait en e-book. J'ai lu donc Sistra,
J'ai lu la duologie, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est une dystopie. Oh là là, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, cette dystopie. Je me rappelle plus le nom. Mon téléphone est éteint, donc faudrait que c'est pas grave, je vais vous l'écrire, hein, le nom de l'autrice, etc. C'est aussi chez Plume Blanche et vraiment adoré. Donc je vous rappelle l'idée de l'histoire. Donc on est dans une dystopie, on est dans le futur, donc le monde va mal. Au niveau que ce soit l'écologie ou voilà démographique, en fait on est devenu beaucoup trop nombreux, la terre ne suit plus, on n'a plus assez de ressources, voilà, même au niveau d'écologie ça va pas. Tout ça a engendré que les continents se sont reclus chacun de son côté, donc il y a l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Chacun a décidé de sa manœuvre, de comment faire front à ça. Et donc, l'Europe a décidé d'installer la loi Sistra. Et la loi Sistra, c'est quoi? C'est la loi, en gros, un peu de l'enfant unique. On a le droit d'avoir un seul enfant par famille. Si on ne respecte pas cette règle et on n'a plus d'un enfant, à ce moment-là, l'État vient et récupère les enfants. Un est mis dans une école qui s'appelle l'école E et l'autre dans une école qui s'appelle l'école F. Il y en a une école qui va former l'enfant de manière intellectuelle et l'autre qui va la former que de manière de combat, quoi, physique. Voilà, c'est vraiment être le physique. Ils vont faire en sorte qu'ils deviennent forts. En gros, des militaires, mais des militaires sans aucune connaissance, quoi. On leur apprend rien au niveau théorie. Donc voilà, c'est vraiment que la force physique et bien sûr les stratégies, les contacts, le combat, etc. et tout. Même pas au niveau stratégie, parce qu'ils apprennent pas les stratégies, sont plus appris dans l'autre école. Bref, en gros c'est ça, physique, intellectuel. Et après, à l'âge de la majorité de l'un des deux, donc si l'un a par exemple 21 ans, je pense que c'était la majorité, c'était 21 ans. L'autre, peu importe l'âge qu'il a, c'est-à-dire même s'il a, je dis n'importe quoi, même s'il a 6 ans, ils se retrouvent donc tous les deux à être dans un endroit où ils vont devoir se battre à mort. Donc celui qui survit, c'est celui en gros qui aura le droit de vivre, et l'autre, ben, il est mort. Donc, en gros, c'est ça l'idée de base. Et donc, on va suivre deux sœurs, chacune dans son école, donc chacune avec son point de vue, jusqu'au moment où elles vont se retrouver dans cette arène. Alors, c'est pas vraiment une arène, hein, on les dépose dans un coin, comme une sorte de forêt dans la nature, chacun séparément, et après, ils doivent essayer de se retrouver pour s'entretuer. Donc, j'ai trouvé l'intrigue de base vraiment horrible, mais pourquoi pas, et voir comment ces deux enfants vont réussir à faire avec, et déjà on s'attache plus ou moins à chacun des enfants, bon plus pour l'un que pour l'autre, mais c'est un peu je pense exprès au début, et on va s'attacher quoi à ces filles, à leurs émotions, à leurs sentiments, à ce qu'elles vivent, ce qu'on leur inculque en fait, parce que finalement on voit qu'il y a beaucoup d'endoctrinement, donc tout ce qu'on leur inculque, et donc elles arrivent avec une haine et voir ce qui va se passer durant cette traque, justement, parce que c'est vraiment une traque, et c'est pas que eux deux qui se retrouvent là-bas, c'est plusieurs enfants, on va dire par exemple ils sont 30 à avoir la majorité, ces 30 enfants vont aller avec leur sistra dans l'endroit. Voilà, donc on suit tout ça, et j'ai trouvé ça génial, c'est super addictif, ça va super, voilà, ça y va, on est toujours dans le suspense pour lire le chapitre suivant, vraiment j'ai pas lâché, et derrière ça j'ai lu le tome 2, du coup j'ai enchaîné avec le tome 2. Le tome 2 prend le parti d'aller sur le côté Amérique, donc on découvre ce qui se passe en Amérique, qui sont des grosses purges en fait, avec un nombre de points, etc. Donc eux c'est autre chose, c'est genre si t'es pas la personne modèle, en gros ils sont sélectionnés, je sais plus c'était combien, un nombre de personnes qui est sélectionné, et pendant une journée, en fait l'armée en quelque sorte les extermine, et eux ils doivent sauver leur peau, et au bout de ce délai là, c'est que les gens qui auront survécu à cette purge qui pourront réintégrer la société. Et leur carte, en gros, ils reviennent à 0 point, et c'est reparti comme ça. Donc, chaque continent a sa manière de faire. Donc, on découvre le continent américain avec une histoire. Et bien sûr, les deux histoires vont finir par se rejoindre
dans le tome 2. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que du coup, ça nous permet également d'aller en dehors de l'Europe, de ce qui se passe en Europe, de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et puis après, d'intégrer les personnages du tome 1 et du tome 2 ensemble pour finir en gros l'histoire. J'ai trouvé ça top. Je sais pas si je vous donnais envie de le lire, mais allez-y si vous aimez la dystopie, parce que voilà, moi j'adore la dystopie et moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, en 4e catégorie, c'était Fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Et pour ça, donc moi j'avais prévu de lire Alunia tome 2 que je n'ai pas lu finalement. Mais à la place, j'ai lu un petit manga qui rend ces catégories parce qu'il y avait un voyage dans le temps. Donc c'est Un second au revoir. Je sais pas si le tome 2 est sorti ou pas. Au moment où je l'avais acheté, il y avait que le tome 1 encore. Et donc c'est assez gore comme histoire. Hein. Est-ce que j'ai des dessins un peu à vous montrer? Regardez, voilà. Un petit peu l'idée, quoi. Il y a quelques planches comme ça, donc elles sont pas toutes comme ça, mais il y en a quand même, faut le savoir. Donc si vous aimez pas ce style-là, bah faut pas y aller. Mais si cela, ça vous dérange pas, c'est une sorte c'est une enquête en fait. En fait, celui-là, ce jeune homme est mort à l'époque à laquelle on est. C'est 2 enfants qui sont dans une école d'art, donc il y en a un qui meurt. Et on se retrouve... Alors c'est même pas ça. Non, je suis en train de dire des bêtises. C'est pas ça. C'est il disparaît et il se retrouve plusieurs années, quelques années plus tard. Donc ils sont jeunes, il disparaît. Il se retrouve finalement en fait qu'il est mort. Quand ils ont cru qu'il avait disparu, qu'il était parti, mais en fait le gars était mort dans leur école. Et donc les jeunes de sa génération, de son école d'art, vont se retrouver à l'enterrement. Et de là va démarrer un truc de fou parce qu'il va se retrouver lui face à quelqu'un. On ne sait pas si c'est le meurtrier ou pas de la personne, mais en tout cas qui va le frapper et ce qui va engendrer qu'il va se retrouver dans le passé. Donc il revient dans le passé, et il revit les événements en quelque sorte. Donc sauf que cette fois-ci, il sait que le gars ne va pas disparaître, mais va mourir. Donc il va commencer à mener l'enquête. Voilà, en gros c'est le pitch, je vais pas aller plus loin. J'ai beaucoup aimé ce tome 1, donc c'est vraiment que le début, donc bon, j'imagine que la suite va être encore sympa. Mais pour un premier tome, on en apprend quand même pas mal, on rentre bien dans l'univers. J'aime beaucoup moi le voyage dans le temps, donc c'était cool. Et j'ai bien aimé les personnages, et ouais non, très sympa. Jolie découverte, je l'avais pas vu passer du tout, donc très contente de l'avoir découvert. Ensuite, en 5e catégorie pour le premier menu, c'était Festin de Noël, et pour ça j'avais prévu de lire Mémoire de la forêt tome 3. Saga chouchou, doudou, tout ce que vous voulez, que j'adore, donc je suis déjà au 3e tome. Je pense qu'il y a un 4e tome qui doit sortir, qui sera le dernier. Donc là c'est de la saison de l'hiver, donc forcément c'était parfait pour cette période. Alors mon coup de cœur ultime reste toujours le tome 1. Pour ceux qui connaissent pas de quoi parle Mémoire de la forêt, c'est en gros on est dans une forêt où il y a un renard qui a une librairie, et c'est une librairie spécifique parce qu'en fait on peut amener, une fois qu'on a écrit un livre, on peut le ramener dans cette librairie. Donc chaque tome est unique dans cette librairie, et donc le premier tome c'est Ferdinand la Taupe qui va perdre qui va avoir l'Alzheimer, et toutes ses mémoires sont dans cette librairie, dans un livre qu'il a mis dans la librairie, et quand il va venir pour essayer de récupérer ses mémoires, ben en fait ce livre a été vendu, et ils vont aller à la recherche de ce livre. Donc en gros ça c'est pour le premier tome. Alors le deuxième parlait du grand-père donc de Archibald. En fait c'était on démarre l'histoire avec un loup qui débarque dans la librairie et qui lui dit oh cette librairie n'est pas à toi, elle est à la famille des loups et pas à la famille des renards. Donc il le met à la porte, et lui il va essayer de découvrir l'histoire de son grand-père qui lui je pense alors à chaque fois c'est des noms, ils mettent pas l'Alzheimer, c'est la maladie d'oubli tout, et le deuxième je pense que c'était un AVC que son grand-père a eu. Mais je pense que c'était quoi, la maladie de l'éclair ou du tonnerre, je sais plus, de l'orage, je sais plus comment ils avaient nommé la maladie. Bref,
On suit donc l'histoire du grand-père qui a divisé son histoire en fait en plusieurs livrets qu'il les a cachés. Et donc avec son neveu, ils vont mener l'enquête pour retrouver tous les livrets et comprendre l'histoire et découvrir le pourquoi du comment, etc. Et ce tome 3, donc c'est toujours Archibald avec son neveu Bartholomé. Cette fois-ci, Bartholomé, ça? Oui, voilà. Ses parents sont censés revenir pour Noël, sauf que ses parents ne reviennent pas et donc ils vont aller à la recherche de ses parents. Lui, il est malade en fait, donc à la base, il reste à la maison pour cette raison-là. Sauf que là, il décide de partir à la recherche de ses parents avec son oncle et découvrir ce qui leur est arrivé et pourquoi ils ont dit qu'ils allaient venir et qu'ils sont pas là. Donc voilà, c'est un peu voilà l'esprit de Noël. Il y a des sujets assez durs, je trouve, sur ce tome 3. De toute façon, tous les tomes, ils parlent de sujets qui sont pas faciles, mais qui sont amenés de manière si poétique. Et donc là, c'est pareil, mais je pense que pourquoi le premier tome reste mon ultime coup de cœur, parce que je m'attendais pas en fait. Je m'attendais pas que ça me prenne autant. J'avais vachement pleuré. Tellement d'émotions, c'était très très fort comme émotion, parce que je m'attendais pas qu'un livre jeunesse pouvait avoir un impact aussi fort et être aussi poétique et être aussi poignant, parler de sujets aussi forts. Et du coup, avec les autres tomes, je m'attends en fait à ça. Donc, en quelque sorte, je suis préparée à recevoir cette vague d'émotions. Mais voilà, c'est un incontournable. Si vous voulez découvrir un livre jeunesse qui, franchement, pour moi, parle à tous les âges, n'hésitez pas, parce que je pense qu'un adulte verra beaucoup plus de subtilité qu'un enfant. Et donc, c'est pour ça que ça parle à tous les âges. Alors, pour le deuxième menu, il y avait, donc la première catégorie, c'était Stalactite ensanglotée. Et j'avais prévu de lire Seule la mort nous attend la vilaine. Donc, je voulais présenter également dans mes tops de lecture de l'année dernière. Sauf que, donc, sur les 3 mois, je n'ai pas chômé. J'ai pas lu que le tome 2. J'ai lu le tome 2. J'ai lu le tome 3. Et j'ai lu le tome 4. Parce que je kiffe ce webtoon. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, je vais garder en main que celui-là parce qu'ils sont quand même assez lourds. Je vous remonte un petit peu les dessins qui sont vraiment, moi j'adore. Regardez-moi, ils sont merveilleux. Alors moi je connaissais pas les webtoons, je les ai découverts en quelque sorte avec celui-là. Apparemment c'est une histoire qui revient souvent, ce côté où quelqu'un se retrouve dans le livre ou se retrouve dans un jeu ou un truc comme ça. Donc là, je vous rappelle l'histoire du démarrage. C'est une jeune fille qui joue à un jeu vidéo. Elle s'endort sur le jeu vidéo et elle se retrouve à l'intérieur du jeu du coup. Sauf qu'elle incarne du coup la méchante de l'histoire. Elle est dans le mode difficile et dans le mode difficile, on joue au travers des yeux de la méchante. Alors que le mode facile, c'était à travers les yeux de la gentille. Et donc, du coup, elle n'arrivait pas à gagner en fait cette partie. Sauf que là, ça devient c'est sa vie à elle en gros qu'elle est en train de jouer. Et elle se dit que si elle arrive à gagner le jeu cette fois-ci, peut-être qu'elle sortira du jeu. Donc, elle fait son maximum pour changer en quelque sorte un peu le caractère, ou en tout cas le point de vue que les gens ont sur elle pour essayer de survivre. Parce que le but en fait du jeu, c'est qu'il y a des protagonistes hommes dans l'histoire. Et il faut que l'un d'entre eux ait 100% d'affinité avec elle. Sauf qu'elle est très mal barrée parce que forcément, comme étant la méchante de l'histoire, les taux d'affinité sont très très bas. Donc on part de très loin pour monter. Et si il y en a un d'entre eux qui est en dessous... Alors c'était quoi? C'était en dessous de 0. Oh, je sais plus. C'est là où elle meurt. Je m'en rappelle plus. Bon, en tout cas, voilà. Elle doit faire en sorte de survivre. Et on la suit péripétie. Donc après péripétie... je me rappelle plus séparément chaque tome de quoi il parle. Tout ce que je sais, c'est que j'aime toujours autant. J'aime toujours autant les intrigues. J'aime le développement de l'évolution de son personnage. J'aime ce qu'elle en fait. On découvre au fur et à mesure son passé, qui est finalement un petit peu similaire au sien. Tout ce qui a fait qu'elle est devenue en quelque sorte, soi-disant, la méchante de l'histoire. Mais voilà, et on découvre au fur et à mesure un petit peu plus aussi sur tous les protagonistes. Et à chaque fois, elle vit des choses, on va dire, avec chaque protagoniste. Donc voilà, on apprend un peu plus à les connaître et à savoir qui ils sont, etc. Et
difficile d'avoir en fait son chouchou. J'en ai un, je pense, de chouchou, mais franchement, je trouve que chaque protagoniste a son charme et est intéressant à sa manière. Donc voilà, j'ai hâte de savoir qui finalement va en quelque sorte gagner son cœur et voir comment elle va réussir à faire évoluer tout ça, quoi. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome suivant parce que j'adore. Vraiment, elle est addictive cette série. Si vous la connaissez pas, il faut y aller. Et en plus, si vous aimez pas les mangas, parce que bon, j'ai répété 1000 fois, mais je vais le répéter encore parce qu'il n'y a pas de la couleur. Là, il y a de la couleur, donc voilà, vous allez être servi. Ensuite, c'était Let It Snow. Et pour ça, j'ai décidé de mettre... C'était pas ce que j'avais prévu de lire. Ce que j'ai prévu de lire, je l'ai pas lu, mais j'ai lu un autre webtoon que une amie d'Instagram m'a conseillé de démarrer. Donc comme il y avait plus... J'avais plus de tomes pour Seule la mort attend la vilaine, donc j'ai décidé de démarrer un autre. Et donc c'est White Blood de Lim Lina, dans la maison d'édition donc Siku. Et donc je vous montre un petit peu les dessins. C'est un peu différent au niveau des dessins. Alors c'est déjà, il y a, c'est pas forcément on n'est pas dans le même coloris, c'est un peu plus sombre. Voilà, ça, c'est un peu plus sombre. On est sur autre chose, hein, parce que là, on parle d'un, voilà, on parle d'un monde où il y a des vampires. Donc déjà, on n'est pas du tout sur la même thématique. Et en fait, les vampires tuent de plus en plus d'humains. Et donc forcément, on les traque. Donc il y a un policier dans l'histoire, un inspecteur, un spécialiste en gros de qui traque ces vampires et elle c'est une vampire qui a envie finalement de changer la donne parce qu'en fait là c'est une vampire de sang pur parce qu'il y a ceux qui sont transformés et ceux de sang pur et ceux de sang pur elle arrive à être en gros, elle fait le visuel humain et vampire et grâce à cette couronne ça lui permet de canaliser en gros son énergie et de garder sa forme humaine. J'ai trouvé ça très sympa. J'ai adoré en fait. Donc là c'est le premier tome, hein, c'est pas assez pour dire si on aime ou pas une saga, mais c'est très prometteur. J'ai beaucoup aimé son personnage. Elle est gentille et elle essaye en fait au maximum de... Elle a envie qu'en fait que les vampires arrêtent d'attaquer les humains. Et donc elle protège sa petite sœur parce qu'elle vit dans un orphelinat. Donc elle protège sa petite sœur et c'était un prêtre en fait qui s'occupait d'eux. Et voilà, donc elle fait tout pour essayer de la protéger et de ce monde. Et elle va au lycée. Alors c'est au lycée ou à la fac? À la fac? Je sais plus. Elle va à la fac peut-être ou au lycée, j'en sais plus. En tout cas, elle va dans une école. Et elle essaie de faire au maximum pour vivre sa vie d'humaine. Mais voilà, les choses qui se passent, etc. font qu'on la laisse pas, en gros, elle peut pas rester sans rien faire. Et elle va essayer donc de protéger les hommes en se battant finalement contre ces vampires. Et donc voilà, c'est vraiment que le début, mais j'ai hâte de savoir ce que ça va donner et de découvrir la suite. Ensuite, c'était Marcher dans la neige. Et ce que j'avais prévu de lire, je l'ai pas lu. Par contre, j'en ai lu deux autres qui rentraient vachement dedans. Donc j'ai lu. Oui, l'autre il est en e-book, c'est pour ça. J'ai lu Tant, ce que je cherchais, j'allais jamais le trouver. J'ai lu Tant que le café est encore chaud. Donc il est vraiment tout petit, hein, c'est un petit poche. J'ai beaucoup aimé, c'est un des premiers livres dans la culture un peu japonaise que je lis, asiatique quoi, et donc là ça se passe au Japon. C'est une plume vraiment, on va dire, onirique en quelque sorte. Là on va suivre plusieurs personnages. En fait, c'est un café spécial où il y a dans une place précise, on peut voyager dans le temps, mais on ne peut voyager. Il y a certaines règles en fait. Alors, je vais pas vous les donner parce qu'il faut les découvrir dans l'histoire, c'est plus sympa. On ne peut voyager qu'à partir de certaines règles. C'est pour ça que tout le monde n'y va pas, parce que les gens sont au courant, mais finalement, au fur et à mesure des règles qui sont énoncées, bon, finalement, les gens disent laisse tomber. Et une fois qu'on décide de le faire, donc finalement, une des règles, c'est qu'une fois qu'on voyage dans le passé, on doit revenir dans le présent. On revient dans le présent, on
buvant notre café, mais il faut le boire avant que le café devienne froid. Donc c'est pour ça que c'est tant que le café est encore chaud. Donc tant que le café est encore chaud, on peut s'en passer, mais il faut pas qu'il devienne froid parce que sinon après on est perdu dans la temporalité, quoi. On devient un sorte de fantôme. Donc il faut tout faire pour revenir à temps. Et on découvre l'histoire donc de plusieurs personnes. Je ne vais pas trop vous les dire. C'est sympa de découvrir en fait. Mais chacun part dans le passé pour une raison bien spécifique. Et à chaque fois, il pense partir pour une raison bien spécifique. Sauf que ce passage dans le passé lui apporte quelque chose d'autre qui va être bénéfique en quelque sorte pour lui. Et donc c'est une jolie histoire qui amène à réfléchir. Donc c'est voilà, j'ai pris le sorte de tome 2 qui je viens de l'acheter et j'ai hâte de m'y replonger dans ce style. Donc c'est en fait une sorte de petite nouvelle en fait en quelque sorte parce qu'à chaque fois on découvre l'histoire d'une nouvelle personne, mais toujours dans le même café avec un protagoniste et puis il y a des liens un peu entre les protagonistes en quelque sorte. Top. Quoi vous dire de plus que c'était chou, j'ai pleuré forcément, mais moi en même temps je suis pas la référence, je pleure facilement donc voilà, mais c'est assez touchant. Deuxième tome que j'ai lu, deuxième livre que j'ai lu, donc c'est un deuxième tome. J'ai clôturé une saga. D'ailleurs, je peux vous sortir le tome 1, parce que j'aurais pu vous insérer l'image, mais c'est pas grave. Donc c'est le tome 2 de Eden Iceland. J'ai adoré. Donc déjà j'avais adoré le tome 1, et le tome 2, ça clôture super bien. Donc on est encore dans un monde, donc comme c'est une dystopie, on est dans un monde où forcément le monde va mal, l'écologie donc ça va pas être donc le monde va mal dans le sens où les températures sont très très hautes, il fait très très chaud, la montée des eaux est incroyable, du coup il y a plus beaucoup de terre en fait sur la terre. Vraiment mes phrases sont incroyables, faites pas attention, c'est la fatigue. Tout ça pour dire qu'il y a une seule île qui arrive à s'en sortir parce que les autres sont en train un peu de crever de faim. Et il y en a qu'une seule qui est plus ou moins... Et donc, qui s'entretue aussi parce que comme ils sont tous dans la merde, bon forcément, côté animal ressort, les gens, voilà... il y a des choses, voilà, très négatives, le côté très négatif humain qui ressort. Et il y a une seule île qui arrive plus ou moins à s'en sortir, donc qui s'appelle Eden Iceland. Donc c'est celle qu'on voit ici. Et non seulement elle s'en sort, mais elle s'en sort même très très bien quoi. Ils ont un niveau de technologie haut, et les gens ils vivent bien, ils mangent bien, voilà, ils sont plutôt bien. La seule chose c'est que ils ont un bracelet autour de leur poignet qui leur est attribué à la naissance. Et incrustés donc au niveau de leur poignet avec des perles de couleur. Donc en fait ils ont des perles de couleur verte quand ils font des choses bien et des perles de couleur rouge quand ils font des trucs mal. Si jamais ils arrivent à avoir tout rouge, ils sont éjectés de la société. Et bien sûr plus ils ont de perles vertes et plus ils ont d'avantages. Donc en gros c'est un peu ça l'idée de base. Dans le premier tome il y a une perle. Alors comme ils ont besoin un peu de quand même... on va dire, ils sélectionnent les gens qui viennent dans leur île et de temps en temps, ils font un petit tour en gros du monde. Ils disent « Oh, celui-là est pas mal pour telle ou telle raison. » Et ils sélectionnent des personnes qu'ils autorisent à venir dans de leur île. C'est comme ça que, comment il s'appelle, Aylan débarque sur l'île dans le tome 1 parce qu'il le récupère pour une capacité qu'il a. Et lui, il ne voit pas les choses de manière si magnifique. Pour lui, cette île, voilà, il y a des choses qui vont pas. Déjà, juste ce principe ne lui convient pas. Et il rencontre du coup Analia, qui elle vivait un peu dans un nuage, et avec lui va découvrir donc finalement le côté caché en fait de soi-disant du paradis quoi. La fin nous laisse, oh c'était un mamma mia, vraiment, elle nous laisse sur une fin horrible, et donc le tome 2 était vraiment nécessaire. Donc c'est pour ça, comme je l'avais pas acheté en papier, je l'ai trouvé en e-book sur une application, et donc je l'ai lu et je suis très contente parce que l'histoire elle est top, on découvre tellement de choses dans le tome 2, je peux pas vous dire quoi parce que ça va vous spoiler ce qui se passe dans le tome 1, en tout cas la fin.
Mais on découvre tellement plus de choses du monde, en fait, de tout. En fait, si tu veux, le 1 est très centré sur l'île, le 2 sur un peu le reste du monde. Et on découvre plein de choses. On découvre comment les gens vivent, comment les gens survivent, différents peuples, le pourquoi du comment. Je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on découvre. Je trouve que tout s'emboîte merveilleusement bien. Je trouve que c'est bien écrit, c'est bien amené. L'histoire est très sympa. Vraiment, je vous le conseille pour c'est du young adulte, hein, donc pour une dystopie, peut-être pour ceux qui démarrent la dystopie. Franchement, c'est une dystopie très facile à lire et pas très compliquée dans son univers. Et je trouve que voilà, très accessible et pour des jeunes, quoi. Alors ensuite, la magie de l'hiver, c'est donc la dernière catégorie de ce deuxième menu. Et j'avais prévu de lire les 7 étoiles du Nord, chose que j'ai faite. Donc c'est de Abby Elphinstone et dans mes éditions Folio Junior. C'est un conte en quelque sorte, très sympa. Donc on est dans un monde de fantasy, donc un livre jeunesse. Pour démarrer la fantasy en tant qu'enfant, je trouve que c'est plutôt pas mal pour démarrer avec ça. On vit dans un monde où alors, comment expliquer ça sans en dire trop. Il y a une femme qui a des pouvoirs, une sorte de déesse, qui va venir... qui va utiliser son pouvoir pour prendre en quelque sorte la main en fait sur la magie. Il va y avoir un combat contre elle qu'elle va gagner, donc ça c'est dès le début, et elle va perdre plein de prisonniers, et ça va être tous les adultes qui vont être prisonniers, et il reste que les enfants de chaque clan, sauf qu'à partir de cette guerre-là, en fait, les clans se sont séparés et ne se parlent plus, chacun est caché, quelque part, ils sont enterrés, et on rentre en fait dans l'histoire avec un petit garçon qui s'appelle Flint, qui va aller absolument, il veut absolument sauver sa mère, donc il veut aller à la forteresse de la méchante pour libérer sa mère. Et quand il va là-bas, eh ben, il découvre Eska, qui s'appelle une jeune fille qui est enfermée, et il va se retrouver à il sait pas quoi faire, est-ce qu'il doit la délivrer, est-ce qu'il doit pas la délivrer, mais sauf que voilà, il décide finalement de la délivrer. Ils partent ensemble, sauf qu'en faisant ça, forcément, on les pourchasse. Il a pas pu libérer sa maman. Et en gros, l'histoire démarre là. Et on est dans un monde où les enfants ne croient plus du tout à la magie, alors qu'à la base, c'est un monde avec de la magie. Et donc, en quelque sorte, le fait qu'ils ne s'allient pas à la magie, ils ne peuvent pas avancer, en gros, parce que c'est comme s'ils coupaient une partie de ce qu'ils étaient. Et avec cette jeune fille, donc ce duo, ils vont vivre des aventures. Et au-delà du duo, on a également une autre petite fille qui est la petite sœur de Flint qu'on découvre. Je trouvais ça très sympa parce que ils ont mis un peu de diversité en fait dans ce conte. Cette petite fille, alors je sais pas trop, elle est particulière, donc je sais pas trop ce qu'elle a, mais je pense qu'elle doit être autiste, je pense. Adorable, tellement intelligente et mignonne, mais tu sens que en fait ils ont voulu nous montrer, c'est un personnage qui voit la vie différemment des autres, il voit des choses, il ressent des choses que les autres ne ressentent pas justement, et donc il n'a pas la même vision ou façon d'être que les autres. Adorable, je l'ai adoré, c'était une pépite cette fille, et je pense que c'est vraiment les personnages qui sont le point fort de cette histoire. Donc vraiment je le conseille pour les enfants, je sais pas quel âge ils mettent, voilà, à partir de 10 ans, à offrir pour les enfants qui aiment lire. C'est une jolie petite histoire de fantasy avec plein de magie, plein d'amour, et avec voilà, la diversité, et donc ça permet voilà de s'ouvrir aux autres, et je trouve ça génial. Voilà. Troisième menu, c'est Féerie des fêtes, et pour le premier catégorie, Deck the Hall, j'ai lu un manga. J'ai plus beaucoup de batterie, ça arrête pas de couper, je parle beaucoup trop, en même temps il y a trop de livres. Je vais essayer de faire vite en espérant que ça tienne. L'atelier des sorciers, donc on est au tome 12 que j'ai lu, je sais pas s'il y a un autre tome qui est sorti ou pas. Le pitch de base, donc je rappelle, c'est Coco qui est une jeune fille
qui va se retrouver, donc à la base il y a un monde, donc il y a les magiciens et les autres. On est magicien, sauf qu'elle découvre dès le début rapidement que c'est pas vrai, on leur a menti, et qu'en fait n'importe qui peut devenir magicien parce que la magie finalement c'est à travers de dessins, donc ça s'apprend. Sauf que bon, il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui a fait qu'ils ont décidé de faire ça pour protéger et un peu canaliser cette magie. Et donc les hommes grandissent aujourd'hui en pensant réellement qu'il y a que si tu es magicien que tu peux être magicien. Et donc c'est un secret qui est bien gardé, sauf que elle, pourquoi elle le sait? Parce qu'elle va utiliser une magie noire sans qu'elle le sache. Et il va y avoir un truc terrible qui va se passer, donc je sais pas trop si je dois le dire ou pas, mais peu importe, ça, c'est dès le début on le sait, mais voilà. Ce qui fait que le sorcier là, donc celui qu'on voit ici, Kiefer, assiste un peu à ça et il va la prendre sous son aile et lui apprendre donc la magie pour essayer peut-être un jour réparer ce qu'elle a fait. Et donc c'est comme ça que démarre son histoire et on découvre au fur et à mesure, voilà, elle devient amie avec les autres, elle découvre les autres apprentis de Kiefer. Voilà, il y a des amitiés qui se créent, également la compétition, voilà, il y a plein de choses qui se passent. On a un petit groupe d'amis qui continuent à évoluer ensemble. Ils s'apprennent énormément de choses. Elle est adorable, j'adore son caractère et tout. C'est une fille qui est très optimiste, qui veut toujours que le bon côté des choses et très déterminée, voilà. Et elle va au bout de ce qu'elle veut mettre en place. Elle laisse rien, voilà. Elle lâche jamais l'affaire. Et donc, au fur et à mesure, le monde dans lequel on vit, donc cette saga, je trouve qu'elle prend un peu en ampleur. Donc au départ, c'est tout mignon, tout ça, en quelque sorte. Et au fur et à mesure, ça devient un peu plus sombre. Et il y a pas mal de choses qui sont rajoutées. Le monde est beaucoup plus développé. On apprend plein de choses. Je trouve ça très intéressant. On découvre un petit peu ce qui s'est passé au fur et à mesure dans le passé pour que finalement on interdit certaines magies, etc. Et j'adore, voilà. J'ai hâte de continuer. Je vous la conseille si vous aimez bien un peu les mangas, la magie et tout, ça vaut le coup. Je vous montre un petit peu quelques planches. Voilà, on a quelques combats comme ça là. Voilà pour l'atelier des sorciers. Ensuite, pour Lumière enchantée, j'ai lu Witch and God, tome 2 et 3, pareil, c'est une autre saga que du coup j'ai clôturé. J'ai vu le tome 1 l'année dernière, je pense. Et donc là, j'ai lu le tome 2 et 3. Bah oui, c'est ça l'année dernière, forcément, parce que ça, c'était des lectures que j'ai fait en début d'année. Et j'adore cette saga. J'en ai parlé dans une des vidéos. C'est une saga donc où il y a de la mythologie et donc c'est de la fantasy ou de fantastique, bon, peu importe, c'est de la mythologie avec des sorcières. On est dans notre monde à nous, en gros, qu'on connaît, sauf que voilà, il y a dedans les dieux et les sorcières et tout qui vivent avec nous. Chaque tome parle d'une sœur, parce que du coup on suit 3 sœurs initialement. Et chacune va avoir une histoire forcément avec un dieu, du coup Witch and God. Et on suit un peu leur histoire d'amour, mais il n'y a pas que ça, parce que justement que comme c'est un rapport avec les dieux, les sorcières, etc., il y a des histoires un peu de combat, d'ego, de complot. Voilà, on a plein de choses dedans, donc c'est des romances, mais il n'y a pas que de la romance dedans. Je trouve ça très sympa. Ça se lit super vite, les histoires sont top, on s'attache à chacune des sœurs. À chaque fois, je savais plus trop, je dis quel est le tome que je préfère? Je pense que finalement c'est le tome 3 que je préfère, mais est-ce que c'est pas parce que c'est la dernière sœur que j'ai lu? Je ne sais pas. En tout cas, très contente d'avoir découvert cette série. Et je sais qu'il y a une nouvelle série qui est sortie, il y a le tome 1, toujours avec le même univers. Et c'est Leafstone, oui, pardon, j'ai pas dit, la maison d'édition Ito. Donc voilà, pour cette saga. Ensuite, il y a S'embrasser sous les gui, et pour ça, j'ai lu une romance de Noël, d'ailleurs la seule que j'ai lue, Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan dans la maison d'édition HarperCollins Poche. J'ai adoré cette romance de Noël. Je suis pas trop romance de Noël, de base, ça dépend. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'était que c'est au-delà d'une romance de Noël, c'est une histoire de famille, une histoire de femmes, parce que c'est finalement 3 générations de femmes qu'on suit, avec chacune ses fêlures, chacune, voilà,
Donc et on voit comment la famille finalement, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par nous aider. Et là en fait c'est une mamie, une fois qu'elle devient grand-mère, c'est ça qui va un peu la transformer en quelque sorte. On découvre aussi pourquoi par exemple la maman, pourquoi elle est comme elle est au fur et à mesure de son histoire. Donc ça parle de plein de sujets importants et j'ai beaucoup trop aimé. En plus de ça, on est en Écosse, donc ça c'était super chouette, j'adore toutes les histoires qui se passent en Écosse. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment une histoire de femme, de mère, d'amour, voilà, une histoire de famille au-delà plus d'une histoire de romance. Limite, je veux envie de dire, l'histoire de romance c'est pas ça qui m'a le plus plu dans cette histoire. C'est vraiment les femmes qui sont décrites dans ce livre-là et leur histoire, c'est ça qui m'a le plus plu quoi. Bon, le cadrage a peut-être un peu changé. Je disais vite, je fais la dernière. Je me suis arrêtée à là tout à l'heure avant que ça coupe. Et hop, ça a coupé sur moi. Comme ça, c'est clair. Donc du coup, je reprends. Je disais que la dernière catégorie des derniers menus de ce challenge, Cold Winter Challenge, c'était Au coin du feu avec un livre cocooning. Et du coup, je vais vous parler de cette BD que j'ai lue, Castle Witch, dans la maison d'édition Soleil. Et c'est écrit et dessiné par Jarry Gomez et Cordurier. Je vais vous montrer des dessins. Voilà. C'est très sympa, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est le début, hein, c'est introductif, hein. Mais en quelque sorte, je vous montre un petit peu les dessins. C'est on est dans un monde où les amis en quelque sorte imaginaires des enfants existent réellement. En tout cas, les enfants les voient et les adultes ne les voient pas. Et donc du coup, on suit des enfants. Là, on suit un petit garçon, je sais plus c'est quoi son nom. C'est Malo, ouais ça doit être ça, Malo. Et en fait il se rend compte que finalement c'est pas le seul à voir cet ami imaginaire qu'il voyait plus et puis d'un coup il l'a vu à nouveau. Et ils sont plusieurs dans ce cas-là. Alors pourquoi eux ils les voient et pas d'autres, etc. Comment ça se passe? En tout cas, il y a des êtres maléfiques qui prennent la possession des corps des enfants. Et donc eux ils sont au début, en gros on découvre ça et ces amis imaginaires en gros comme celui-là ils combattent en fait, ils combattent pour eux. Donc voilà, j'en sais pas plus, c'est vraiment le début, c'est introductif, c'est vraiment un monde fantasy. Il y a un autre petit garçon pareil qui est avec eux dans leur bande, je pense que il est autiste également. En tout cas c'était très sympa, ça s'est bien lu et j'ai hâte de lire la suite parce que ça promet un univers assez riche et je trouve ça très sympa l'idée de ces amis imaginaires qu'on voit. Voilà. C'est pour ça qu'il y a écrit pas amis, hein, les monstres imaginaires, mais bon c'est à peu près ça quoi, c'est un peu l'idée, c'est le clin d'œil de quand on est enfant, on dit souvent des fois qu'on parle à quelqu'un et que les adultes ne voient pas. Donc après quand on grandit, je ne sais pas si on se souvient réellement, est-ce qu'on parlait réellement à quelqu'un ou pas, est-ce que les enfants ont des ressentis ou des choses qu'ils voient que les adultes ne voient plus. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa l'idée à aborder là-dessus. Voilà, là c'est fini, j'ai parlé de beaucoup de livres. Je vais vous montrer tout ça. Ça va jamais tenir. Je vais tout faire, tout va se casser la gueule, mais en même temps, voilà, comme ça. On est d'accord, ça fait beaucoup. Donc, je vais poser ça avant que tout se casse la gueule. Je vais pouvoir ranger tous ces livres-là parce qu'ils étaient encore dans ma desserte le temps que je vous en parle pour faire la vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me fera plaisir et chaud au cœur. Voilà, j'espère que vous avez découvert des livres, peut-être pas, comme des avis différents sur certains livres, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Salut!